Le soleil battait son plein au-dessus des vignes, dans un ciel sans nuages. Le père Berthelot, du haut de sa parcelle, s'absorbait en calculs. Les vendangeurs prenaient leur pause, dispersés dans les rangs. Bientôt le clocher sonnerait les coups de 15 heures. Il aurait dû prévoir les choses autrement. Cette chaleur lourde et jaune, à cette saison, c'était quand même inhabituel. Il s'accroupit pour caresser une grappe. Voilà bien ce qu'il craignait. Elle était tiède. « René, viens y voir un peu !» Le chef de rang, en contrebas, mastiquait une bouchée de casse-croûte qu'il fit glisser d'une gorgée de vin. Il se leva de son seau et, tout fourbu, grimaçant, les bottes crottées, remonta sans hâte le long du rang. « Qu'est-ce qu'il y a donc ? Faudrait songer à rentrer la remorque, ça va commencer à oxyder. » René plissa les yeux en direction de la montagne mauve, luisante, qui s'élevait au cul de l'enjambeur. « Comme tu voudras. » « Que non, » songea le père Berthelot. « Il n'est pas le bienvenu, ce gros soleil d'automne. Prodigue à la Saint-Gilles, funeste à la Saint-Michel. » Il fallait se résigner à retrancher 3 vendangeurs de la parcelle pour les envoyer à l'égrenage, ce qui contrariait ses plans. Il n'allait tout de même pas siffler aussitôt la fin de la pause. Cette année, il n'avait recruté que des ventres jaunes, comme on appelait par ici les Bressans, de vrais mulets, surtout les femmes, durs à la besogne, mais prompts à chicaner. La Bresse, c'était pour ainsi dire un autre continent. Elle s'étendait au-delà de la Saône, sèche et plate comme une vieille femme. Impossible d'y faire pousser autre chose que du maïs et de la volaille. Les Bressans ne franchissaient le fleuve qu'une fois l'an, au moment des vendanges. Dans le vignoble, depuis la nuit des temps, on les surnommait les ventres jaunes pour des raisons à propos desquelles on n'avait jamais cessé de se chamailler. Les uns prétendaient que c'était parce qu'ils se nourrissaient du même maïs que leurs poulets, les autres parce qu'ils planquaient des pièces d'or sous leur ceinture. En tout état de cause, on ne les estimait guère. Force était pourtant de reconnaître qu'avec un sécateur à la main, une hotte sur le dos, ils ne la volaient pas, leur feuille de paie. À part quelques anciens, voûtés, fourbus d'arthrose, poussant en silence leurs seaux dans les rangs, c'était surtout des familles entières, avec un père boudinant son chandail, et une épouse tête nue, guère plus âgée que l'aîné. Ça causait peu, mangeait lentement, se comprenant d'un hochement de tête. Dans le temps, une fois, le père Berthelot avait mis les pieds du côté de leur pays. Il n'avait pas vraiment goûté ce bocage à l'infini, couché sous le vent, avec, pour toute forme de vie, ces longères de pisé, presque sans fenêtres, à l'intérieur desquelles se mélangeaient plusieurs familles. Les rayons cognaient de biais dans les rangs. Le père Berthelot s'essuya le front avec son mouchoir, qu'il gardait roulé en boule dans le creux de sa manche. Il portait une cotte verte, des bottes de caoutchouc, une ceinture de porteur, et ses cheveux argentés sous son béret le faisaient reconnaître de loin dans la vallée. Les ventres jaunes cassaient la croûte, invisibles entre les rangs. Des murmures circulaient. De temps à autre, l'immobilité chaude de la parcelle était remuée d'un rire de femme. Le culot d'une bouteille vide tintait en heurtant un caillou, et une voix d'homme à l'accent traînant y ajoutait son commentaire « Encore une que les boches n'auront pas ». Le père Berthelot, lui, se passerait de repas. Sa sciatique se réveillait, son estomac avait de la gêne et sa poitrine de l'impatience. Si la parcelle n'était pas vendangée avant le soir, il en serait quitte pour un jour de paye supplémentaire, sans compter le gîte et la pâtée, qui étaient compris dans les contrats. Il hésitait à se raviser. « Faudrait voir, » se dit-il. « On pourrait bien mélanger le mou de tantôt avec celui de la veille. »